Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Oh, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs du Grand Bain de l'Écho. Bienvenue pour cette deuxième seconde, donc livraison mensuelle du Grand Bain de l'Écho dans le Grand Bain de la vie locale. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir mon ami Gilles Fournier. Bonsoir Gilles. Bonsoir Benjamin. J'espère que tu vas bien dans cette chaleur étouffante. Très bien, c'est pas l'époque des dameuses, mais c'est pas l'époque des dameuses. On se prépare, mais très très bien. Ben vous l'avez compris, Gilles vient de spoiler un petit peu. Moi, j'avais laissé un petit peu de suspense en désignant Gilles directeur général, ce qu'il est déjà depuis un petit peu moins de 2 ans désormais, puisque c'est des fonctions qu'il exerce depuis le mois de décembre 2023. Directeur général donc de Casse Borer France, qui est on va dire le leader, tout simplement, mondial, incontestable des engins de damage, mais pas que. Loin s'en faut. On parlera tout à l'heure d'activités balnéaires notamment, puisque si on va en cette période de forte chaleur et même de canicule revenir dans notre saison hivernale de prédilection ici en Savoie, on parlera des activités qui ont été développées par le groupe et qui sont évidemment beaucoup plus larges que celles que l'on connaît, mais qui sont les activités principales, bien sûr. Gilles viendra également nous présenter ses activités un petit peu plus récentes, auxquelles il a été élu de vice-président du MEDEF Savoie, avec d'importantes responsabilités évidemment à venir. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer 2 personnes qui me sont très chères au MEDEF Savoie. Bernard Folliet, qui a œuvré pendant 9 ans en tant que président de cette belle institution et qui a cédé son poste il y a tout juste 1 semaine au domaine de Mardiose. Et puis sa directrice générale, Marine Cocan, que nous embrassons bien fort. Et je sais, Gilles, que tu es à la fois un collaborateur, si j'ose dire, professionnel de Marine, mais que vous avez également beaucoup d'affection l'un pour l'autre, puisque vous êtes voisins. Exactement, et amis. Entre autres. Voilà. Alors Gilles, tu es un Savoyard de conception, mais un Auvergnat de naissance. Alors ça mérite quelques mots d'explication pour débuter cette présentation. Exactement, donc on est en Savoie, donc autant faire valoir ses atouts. Donc effectivement, mes parents qui étaient au départ des saisonniers, donc étaient en saison en Tarentaise, et donc effectivement j'ai été conçu à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, on l'invente pas pendant les Jeux Olympiques, puisque on verra après, ça a été une bonne partie de ma vie, le ski. Donc j'étais conçu effectivement à Bourg-Saint-Maurice, et puis bon, mes parents sont originaires d'Auvergne, puisque ma grand-mère avait un hôtel-restaurant à la Bourboule, donc on va pas non plus renier ses origines. Et donc je suis né à Clermont-Ferrand dans le 63, Puy-de-Dôme. Et donc évidemment, j'ai passé mon enfance jusqu'à 13 ou 14 ans à la Bourboule, dans une station, on va dire, thermale, oui. Et évidemment touristique et montagne, puisque à l'époque on y faisait encore du ski de fond sur les plateaux de Charlène. Absolument, oui, tout à fait. Donc tu es un Auvergnat né à Clermont-Ferrand et qui a fait ses premières armes en tant à la fois que, on va dire d'abord aide dans le commerce de tes parents, dans l'hôtel-restaurant, mais également en matière de comptabilité, puisque tes études que tu vas mener un petit peu plus tard vont te permettre de donner la main à tes parents en matière de gestion de l'établissement. Mais auparavant, tu as accompli beaucoup d'autres tâches, le ménage, la plonge, enfin bref, toutes sortes d'activités qui t'ont fait comprendre que les mains dans le cambouis, c'était également nécessaire. Ouais, c'est ça. Alors, quand on est dans le tourisme,
dans le commerce, ça donne certaines valeurs. Ça donne la valeur du travail, puisque effectivement, le commerce, ça demande beaucoup d'investissement, d'engagement et de travail. Et ce que j'ai aussi appris du commerce, c'est la satisfaction du client. Mes parents étaient très orientés sur ce sujet-là. Et qu'effectivement, si on veut avoir un commerce qui soit viable et fiable, il faut qu'effectivement nos clients soient satisfaits. Donc ça, c'est vraiment un fil rouge qui m'a servi dans le futur. Et puis évidemment, quand on veut satisfaire ses clients, il faut choyer, on va dire, ses collaborateurs ou ses employés. Et c'est aussi ce que j'ai appris de mes parents, c'est qu'à un moment donné, on peut demander des choses aux employés, mais il faut aussi les choyer et avoir de la reconnaissance envers eux. Donc voilà, c'est un peu les bases que j'ai appris du commerce avec mes parents. Tu m'expliquais tout à l'heure, en préparant cette émission, que la Bourboule, alors qui est une station thermale et une station de sport d'hiver, plus généralement, qui est extrêmement connue, notamment pour le traitement des pathologies asthmatiques. Et tu m'expliquais que dans un temps qui est un petit peu plus ancien, la station comportait plusieurs dizaines de commerces, une cinquantaine d'établissements de restauration et d'hôtellerie. Malheureusement, aujourd'hui, alors avec le réchauffement climatique, j'imagine que la station en elle-même n'est plus en mesure de fonctionner comme elle fonctionnait auparavant, comme la plupart d'ailleurs des stations du Puy-de-Dôme. Comment s'adapte en termes d'économie, puisque on revendique être une émission économique, comment s'adaptent les acteurs de l'économie locale? Tu m'expliquais tout à l'heure qu'il y avait eu un creux assez significatif, mais que finalement les énergies s'étaient mobilisées pour retrouver un souffle. Oui, c'est ça. Alors moi, à l'époque de mes parents, il y avait plus d'une cinquantaine d'hôtels-restaurants. Je crois que maintenant, il doit y en avoir une dizaine. Donc il y a eu pas mal de dégâts. Oui, il y avait une activité qui était thermale, il y avait une activité qui était hivernale avec du ski de fond, puisque plateau de Charlane, il y avait des skieurs de fond. Maintenant, cette station, elle a disparu. Bon, elle a été un petit peu déportée sur Vendée. Et puis, effectivement, le ski de fond, le ski alpin était fait sur le Mont d'Or. Donc, oui, il y a eu une baisse de l'économie. Il y a eu un creux, effectivement, et quelques commerces ont disparu. Après, la station, il a fallu qu'elle s'adapte. Donc, elle s'est orientée plus sur le VTT, la randonnée. Et puis, elle a redémarré un peu suite au Covid, parce qu'on a vu aussi un retour à la montagne ou de la moyenne montagne pour aller chercher un peu du frais, et puis des endroits un peu nature. Donc du coup, un élan de se dire, on peut proposer des activités 4 saisons. Avec la nature, avec du VTT. Ils ont aménagé le parc Fenès pour avoir une activité pour les enfants l'été, qui a été vraiment développée. Et du coup, on s'adapte petit à petit. Il y a des hôtels-restaurants qui se sont aussi adaptés par rapport à l'activité. En ayant un personnel aussi à l'année, parce que justement, quand on a une activité à l'année, il faut essayer de garder les employés. Donc voilà, il y a toute une remise en question, mais qui se fait dans chaque entreprise. Mais là, ça a été un peu plus brutal qu'on peut le retrouver dans des stations un peu plus de haute altitude. Mais maintenant, il y a une vie. Moi, je trouve que la Bourboule est repartie dans un dynamisme. Ça fait plaisir. Il y a des hôtels-restaurants qui ont été transformés en résidence principale ou en résidence secondaire. Donc, on voit maintenant des nouveaux établissements refleurir avec des réaménagements, et du coup, ça fait plaisir, parce qu'à un moment donné, je me demandais où allait cette station, et elle est en train de rebondir quand même. C'est une bonne nouvelle, et même si on est très fiers, évidemment, nous Savoyards ou Savoyards alpins, de manière générale, de nos lacs et montagnes, nous reconnaissons que le Puy-de-Dôme et l'Auvergne, de manière générale, est un très très beau site touristique, et qu'il mérite de le rester avec beaucoup de résilience, beaucoup d'efforts, encore une fois, pour combattre contre les conséquences d'un changement climatique qui est inéluctable. Et même si tu n'as pas un âge canonique, tu m'indiquais tout à l'heure que tu avais été conçu
pendant les Jeux Olympiques, alors pas d'Albertville, hein, tu me pardonneras de te vieillir un tout petit peu, pendant les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, comme tu nais dans, j'allais dire, un sérail de fondeur, hein, de ski de fond, tu fais tes premières armes en la matière. Tu vas décrocher d'ailleurs un petit peu plus tard aussi ton diplôme de moniteur de ski alpin. Donc tu as une de ski de fond. De ski de fond, d'accord. Pas de ski alpin, mais uniquement de ski de fond, ouais, d'accord. Ouais. Enfin, tu fais du ski alpin à un très haut niveau également. Cela va t'amener à faire un choix important dans ta vie, un choix qui bien évidemment est fait en accord avec tes parents, puisqu'à 14 ans, je crois, tu entres en sport-études, mais alors pas tout à fait dans ta région d'origine, puisque le sport-études t'amène, on parlait de Grenoble, un petit peu sur les hauteurs de Grenoble, le plateau du Vercors, Villard-de-Lans et plus précisément les pistes d'Autran qui sont évidemment internationalement reconnues. C'est ça. Alors, je suis presque né avec des skis de fond, hein, parce que je crois qu'à 3 ans, j'étais sur des skis de fond. Donc, voilà, c'est devenu une passion. Je faisais des courses régionales en Auvergne. Et puis, très vite, l'envie de progresser. Et j'ai convaincu mes parents de m'envoyer en ski-études à Villard-de-Lans. Alors, ce qui est pas facile, hein, quand on a des parents qui sont, on va dire, 10 mois dans l'année avec une activité qui est prenante, de laisser son enfant à 14 ans partir à 400 km de leur lieu de travail sans forcément venir le voir régulièrement. Mais bon, voilà, mes parents avaient envie que je m'épanouisse, c'était mon choix et du coup, voilà, j'ai rejoint ski-études de Villard-de-Lans à 14 ans avec voilà, j'étais au club d'Autran, puisque Autran était une patrie absolument du ski de fond. Il y a eu même justement les Jeux Olympiques en 68. Il y a eu des épreuves et des coupes du monde à Autran. Donc voilà, de fait, je me suis retrouvé au club d'Autran où j'ai commencé à faire mes armes pour après continuer à faire du sport de haut niveau, ce qui m'a occupé pendant une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, d'accord. C'est ça. Où voilà, j'ai accédé aux équipes de France de ski de fond et de biathlon, parce qu'au début, en junior, j'aimais faire les deux. Donc j'ai fait du biathlon, j'ai fait des skis de fond. Et puis à un moment donné, il faut faire un choix. Donc le ski de fond à l'époque était un sport un peu plus populaire que l'était le biathlon. Tout à fait, le biathlon qui est plutôt né au moment des Jeux Olympiques d'Albertville. Ouais, hein. C'est ça, ouais, avec la médaille des filles en relais, médaille d'or, filles en relais, en l'occurrence. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a donné une bonne image. Et puis après, on sait un peu l'histoire qu'il y a eu derrière avec la chaîne L'Équipe qui a, on va dire, monté au sommet le biathlon. Et puis les résultats, évidemment, des Français. Raphaël Poiré, Martin Fourcade. Exactement. Mais du coup, à mon époque, on va dire, quand on était plutôt bon fondeur, si je puis me permettre, du coup, on nous orientait un peu plus sur le ski de fond. Donc, je suis parti en équipe de France de ski de fond. Et du coup, là, j'ai rejoint la Savoie, puisque c'est vrai que quand on fait un parcours international, le ski-études permet de faire on va dire, un niveau au niveau régional. Mais quand on est au niveau international, c'est un peu plus difficile parce qu'on est absent quasiment 4 jours par semaine et après on voyage de pays en pays. Et donc les ski-études, la période scolaire est quand même du lundi au vendredi. Et voilà, quand on est absent quasiment les 3/4 de l'hiver, on peut pas rejoindre un ski-études normal, entre parenthèses. Alors maintenant, c'est un petit peu changé. Mais du coup, de mon temps, on rejoignait la section sportive de haut niveau d'Albertville, qui avait un programme qui était complètement différent, puisque on faisait la période scolaire du mois d'avril jusqu'au 15 novembre avec un programme très intense, puisque on se levait le matin à 7h, à 8h on attaquait les cours jusqu'à 13h, donc on faisait 5 heures de cours d'affilée. Après on déjeunait et derrière on attaquait l'entraînement, ça du lundi au samedi. On retournait chez nous le dimanche pour se reposer ou s'entraîner et on revenait le lundi en cours. Donc un programme très intensif, mais j'ai envie de dire, quand on est passionné, ça passe tout seul. Mais voilà, ça permet du coup de faire les études, enfin en tout cas de passer son bac, parce qu'on va jusqu'au bac
au niveau de la session d'Albertville. Ouais. Ça permet de passer son bac tout en exerçant sa passion et du coup de pouvoir faire du ski à haut niveau et des épreuves internationales l'hiver, quoi. Voilà. Comme ça, l'hiver, on est complètement détaché, on est à 100% focalisé sur nos courses, nos performances et voilà notre activité, quoi. Alors, dans le cadre de cette activité sportive de haut niveau, et comme la plupart ou la quasi-intégralité, notamment des fondeurs et des biathlètes, mais pas que, il y a des collaborations qui naissent entre des administrations étatiques importantes, pour ne pas les citer, les douanes et l'armée, et qui offrent donc des contrats aux sportifs de haut niveau, qui donc représentent également leur administration d'appartenance, de rattachement. Ouais, exactement. Et donc toi, tu étais dans l'armée. C'est ça. On n'est pas dans le foot. Les clubs ont pas les moyens de financer la carrière d'un sportif, ni la fédération de ski. Donc voilà, de façon intelligente, ils ont trouvé des partenariats, soit avec l'armée, soit avec les douanes. Donc ça permet aussi de valoriser ces deux institutions, de les mettre en avant. Évidemment, on est détaché par l'armée ou par les douanes toute l'année pour faire notre activité. Voilà, on se doit de faire un championnat de France ou d'Europe ou du monde au niveau militaire ou au niveau douane. Voilà, ce qui nous permet effectivement de représenter ces institutions-là, et puis derrière nous permet d'avoir un salaire et puis d'exercer notre passion et notre sport de façon à 100%, engagée à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet justement aux athlètes de continuer à faire leur sport. Alors évidemment, après, ceux qui vont à des niveaux internationaux et des médailles, évidemment, ils ont des sponsors fort importants avec des rémunérations qui sont associées. Mais à la base, on a un salaire minimum qui nous permet de toute façon de se focaliser là-dessus. Et voilà, je remercie encore l'armée. Il y a aussi le MHM, voilà, les douanes qui ont été des parties prenantes pour nous aider à exercer notre sport favori. Oui, tout à fait. Et un sport qui effectivement n'est pas particulièrement pécunieux, parce que je suis pas un grand spécialiste du ski de fond. Moi, j'ai une personnalité qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Vincent Vitoz, qui a été un très très grand fondeur international, qui a Exactement. gagné des épreuves de Coupe du Monde. J'imagine que, alors lui a vraisemblablement pu vivre de son activité avec l'appui de sponsors, mais je pense qu'ils ne sont pas légion entre guillemets chez les fondeurs français. Le ski de fond étant une discipline peut-être un petit peu moins mise en avant, mise en évidence, d'abord que le ski alpin et puis que le biathlon, qui est aujourd'hui j'allais dire un sport de référence en France, et un sport qui de surcroît suscite une vague médiatique très importante. Bah oui, le biathlon est médiatisé, donc clairement du coup ça donne un coup de boost. Ouais. Et puis en plus il y a beaucoup de performances qui sont faites en biathlon. Je crois que cette année il doit y avoir plus de 60 podiums en Coupe du Monde. C'est ça. Ceci étant, quand même, je rends quand même hommage aux fondeurs, parce que les fondeurs font des très bons résultats. Il y a eu Vincent Vitoz, il y a eu Maurice Magnificat. Oui, bien sûr. Là maintenant, on voit des fondeurs qui font des podiums à l'heure actuelle. Il y a une équipe de France qui est très dynamique, qui est très homogène, qui est capable aussi sur des relais d'aller faire des podiums. Et c'est vrai que le ski de fond a maintenant des très belles performances. Voilà, j'espère que alors ça a été médiatisé cette année au niveau de l'équipe sur les championnats du monde. Oui. J'ose espérer qu'à un moment donné ils seront capables d'être diffusés toutes les semaines aussi sur l'équipe. Mais voilà, globalement les fondeurs sont très méritants et obtiennent des résultats qui sont probants. Et voilà, qui méritent qu'on les soutienne, qu'on les regarde régulièrement, parce que les performances sont là, quoi. Et si je peux me permettre de le rappeler, parce que c'est important, tu n'as pas oublié ta famille, la grande famille du fond, puisque tu continues aujourd'hui de les accompagner, et notamment à l'occasion de la dernière épreuve de Coupe du Monde au Rousse, c'est ça? C'est ça, dans le Jura. Voilà, en l'occurrence, parce qu'effectivement, alors là, du coup, évidemment, je vais les voir, puisque c'est. Et alors de surcroît, c'était effectivement en lien avec ton activité professionnelle, puisque Gasborer est le partenaire,
j'allais dire, de la Fédération internationale. Pas de la Fédération internationale, de la Fédération française. De la Fédération française. Donc c'est vrai que malgré tout, on est une boîte. Notre groupe est allemand, mais en tout cas, je tiens. On a vraiment une implantation locale et je considère Kässbohrer France comme un local savoyard, puisque ça fait quand même plus de 23 ans qu'on est implanté à Tours-en-Savoie, à Tours-en-Savoie vers Albertville. Et du coup, on veut renforcer cet aspect local, justement en soutenant le ski français, puisqu'on est partenaire de la Fédération française de ski. Et donc là, il n'y a pas que le ski de fond, il y a le biathlon, il y a le ski alpin, tous les autres sports qui sont associés, le ski cross et d'autres disciplines. Et on est en même temps aussi partenaire du comité de Savoie, puisque on est juste à côté. C'est notre département. Bien sûr. Donc on a à cœur de soutenir le ski français, le ski local, pour qu'il perdure, parce que c'est notre image. Et puis aussi, ça nous fait vibrer. Ça fait partie de la culture aussi de notre société. Donc on est fort impliqué et on soutient le ski français, oui, clairement. On va y revenir dans la seconde partie de l'émission, juste après la pause, effectivement, pour évoquer tes fonctions de directeur général de Kässbohrer France, et tu nous expliqueras tout ce qui en découle et tout ce qui en résulte. Oui, c'est une belle entreprise et un beau groupe, et une belle entreprise qui est implantée depuis quasiment un quart de siècle à Tours-en-Savoie, que l'on voit à sa gauche lorsque l'on monte vers les stations de la Tarentaise, juste après Albertville. Simplement pour faire le lien entre, j'allais dire, ta carrière de sportif de haut niveau et l'économie, puisque nous restons une émission économique, mais très attachée à nos valeurs également sportives et ludiques. Faire du sport, ça ne te suffit pas, parce que tu penses à l'avenir et tu te formes, bien évidemment. Tu fais des études, tu fais même des études complexes, relativement longue. Alors tu es à Subdeco Montpellier, je crois. C'est ça. Évidemment, j'ai fait une licence d'économie. D'accord. En correspondance, justement, à cause ou grâce au sport de haut niveau. Bien sûr. Une licence d'économie. Puis après, j'ai rebondi sur une école de commerce à Montpellier, qui était plus orientée marketing et commercial. Et puis bon, comme j'en ai jamais assez, du coup, je suis allé faire un DESS de gestion. Comme ça, je me suis dit, je vais mettre plusieurs cordes à mon arc et je serai capable de faire du commercial et de gérer des budgets ou une entreprise. Donc voilà, du coup, j'étais jusqu'au bout des choses. Enfin, en tout cas, ce qui était dans mes capacités. Donc j'ai fait des études jusque-là. Après, je me suis dit, on verra. J'ai un monitorat de ski, j'ai un accompagnateur en moyenne montagne. J'ai des études de commerce, j'ai des études de gestion. Et après, on va essayer de s'orienter sur ma passion et en même temps associer la gestion avec, qui était un peu la base on va dire, du commerce avec laquelle j'étais avec mes parents, quoi. Absolument. On rappelle quand même, pendant, j'allais dire, grossièrement, les 15 premières années, tu accompagnes tes parents dans le fonctionnement et la gestion de leur établissement. Tu es un sportif de haut niveau, tu fais des études, et tout ce bagage, je dirais, global, va te permettre, bien évidemment, de te faire connaître, d'acquérir des connaissances, des aptitudes. Et ta première expérience professionnelle, elle va se dérouler dans une entreprise qui n'est pas la moins connue, puisque je dirais que c'est probablement l'une des entreprises les plus connues, alors française, en France et à l'international, dans le monde des sports d'hiver, mais pas que, parce que moi je me souviens que je jouais avec des raquettes de tennis Rossignol. C'est Rossignol, donc une société qui a son siège à Voiron, qui a eu des activités très importantes en Haute-Savoie, malheureusement un petit peu moins aujourd'hui. On sait que Rossignol est une société qui a connu des hauts et des bas. En tout cas, lorsque tu y entres, je crois, dans le cœur des années 1990, c'est évidemment un groupe de dimension internationale. Ouais, c'est ça, c'est en 94, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je lui ai fait mon stage au service marketing. Et puis un an après, du coup, on m'a proposé un CDD pour faire la promotion internationale du ski de fond en Europe et dans les pays nordiques, puisque le potentiel est là-bas. Et du coup, ça a permis effectivement de faire mes armes. Et premier
travail passionnant et du coup international. Donc j'ai sillonné un petit peu toute l'Europe, être confronté à des professionnels du ski en anglais. Et puis à l'époque, il y avait ni de GPS ni de Waze, donc c'était au guide routier pour monter jusqu'en Scandinavie. Donc pas de téléphone portable non plus. Exactement, ouais. Donc voilà. Mais des expériences très enrichissantes et encore une fois qui sont liées au ski, mais justement qui faisaient suite à mes études de commerce et de gestion, quoi. Rossignol va rencontrer des difficultés économiques importantes qui ne te permettent pas de pérenniser la collaboration. En revanche, la réalité, c'est que au regard, encore une fois, de tout ton bagage et de cette expérience professionnelle majeure, tu es repéré par les grands noms de la distribution de matériel de sport et de location de ski en montagne. Et puis, tu commences à cet égard avec les techniciens du sport. C'est une enseigne qu'on a peut-être oubliée, mais qui était une enseigne de référence, qui est devenue Twinner. C'est ça, exactement. Donc justement, j'ai été embauché parce qu'il y a eu un regroupement. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait compliqué, mais un rapprochement au début avec Sport 2000 qui s'est pas fait, et du coup les techniciens du sport ont décidé de passer à l'étape supérieure Twinner pour donner un nom un peu plus international. Donc moi, je suis rentré en tant qu'animateur de réseau. Donc là, animateur de réseau montagne, puisque Twinner rassemblait les magasins de montagne et les magasins de plaine. Donc moi, au départ, animateur du réseau Twinner montagne, donc à peu près 220 magasins dans tous les massifs français, évidemment sur la Savoie également. Et puis très vite, après, j'ai pris la direction de Twinner montagne. Et puis, il y a eu un rapprochement en 2005 avec Intersport. Et du coup, on m'a proposé de gérer les deux enseignes, Twinner et Intersport. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisque l'association a échoué, mais du coup, je suis resté chez Intersport, et donc du coup, j'ai dirigé le réseau montagne Intersport, donc 220 magasins présents dans toutes les stations. Une belle expérience parce qu'effectivement des stratégies, on est obligé d'avoir une stratégie chapeau pour l'enseigne Intersport montagne, mais vous pouvez bien imaginer que du coup localement les stratégies sont complètement différentes, qu'on soit dans le Massif central, les Pyrénées ou la Tarentaise, ou les Vosges ou le Jura, peu importe. Mais du coup un exercice pas facile mais très très enrichissant avec des expériences humaines enrichissantes. Et encore une fois, une expérience sur la montagne qui m'a permis d'être au cœur du métier des montagnes et des socioprofessionnels de la montagne, avec toujours d'amener du service aux clients, d'amener la satisfaction à nos clients finaux, et aussi de satisfaire les 220 adhérents qui sont en attente de service. Absolument. Alors tu me pardonneras d'aller un tout petit peu vite concernant de manière à aborder quand même de manière suffisamment significative tes fonctions actuelles chez Kässbohrer et puis tes fonctions électives au MEDEF Savoie, mais tu as tout de même passé une dizaine d'années, et je pense que c'est une séquence à la fois de vie mais également de vie professionnelle qui mérite d'être évoquée. Tu as passé 12 ans au sein, exactement à la tête de la filiale française du groupe autrichien, pardonne-moi pour la prononciation, Wintersteiger, c'est ça? Parfait, Benjamin. Ah, formidable. Exactement. Ça commence par un W, mais on dit Wintersteiger. Exactement. Wintersteiger. Ouais, donc une boîte autrichienne, un groupe international qui est globalement, qui vendait des machines à entretenir des skis, de l'agencement de magasins, et donc pareil, je retrouvais les mêmes clients que j'avais auparavant, des Twinner, des Intersport, des Ski7, des Sport 2000, où là, on allait leur vendre des machines. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'après, je me suis retrouvé chez Kässbohrer, mais du coup, en fait, c'est de la commercialisation de machines très techniques,
avec une organisation de service SAV, quoi. En fait, en gros, c'est les 2 points qui sont importants et qui font que voilà, la transition se fera assez facilement où je suis maintenant. Avec Casboreur. Mais du coup, voilà, on vendait des machines qui pouvaient aller de l'ordre de 10-15 000 euros jusqu'à 500 000 euros sur des groupes comme peuvent avoir Rossignol, Salomon. Donc des machines très techniques et à forte technologie. Tu peux nous donner 2-3 illustrations de machines de manière à ce qu'on ait une idée un petit peu, et puis du type de marché, ou plus exactement de la clientèle dédiée? Alors, la clientèle simple, c'est les magasins de sport en station, toute enseigne, qui effectivement louent leur ski ou font des prestations de service pour les gens qui ont leur propre ski. Donc c'est des machines qui vont affûter, qui vont structurer les skis, qui vont farter et donc donner un ski qui va bien glisser et qui va être très performant dans des courbes, quoi. Donc voilà, et donc nos clients étaient les magasins de sport et aussi évidemment les marques, puisque ils faisaient avant de vendre les skis, il les structurait, il les affûtait et il les fartait, quoi. Je pense que c'est, j'allais dire, le bon mot qu'il fallait prononcer pour marquer la fin de cette première partie de l'émission. Je dis bien la première partie de l'émission, puisque nous allons maintenant faire une petite pause musicale et nous retrouver dans quelques minutes pour aborder la partie actuelle de ta carrière. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. De retour dans le grand bain de l'écho sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale avec Gilles Fournier ce soir. Gilles, on a évoqué pendant la première partie de l'émission, si j'ose dire, ta vie d'avant, encore que ta vie d'avant, ta vie professionnelle d'avant, mais qui t'a bien servi pour forger la vie professionnelle actuelle. Et puis, quant à tes activités sportives, elles sont toujours contemporaines, puisque tu continues avec beaucoup d'acuité de faire du vélo, du ski de fond, du ski de piste, j'en passe des meilleurs. Peut-être des activités aquatiques? Pas trop les activités aquatiques. Bien que j'ai fait de la natation quand j'étais jeune. D'accord. Mais donc ça occupe déjà pas mal. Ouais, j'imagine. En tout cas, un passionné de sport c'est ça. Et de montagne. Et un addict au sport. Je pense savoir et je sais que tu ne pourrais pas passer une semaine sans faire des efforts très importants pour te détendre et puis pour aborder justement ces grandes responsabilités qui sont les tiennes depuis le mois de décembre 2023. Tu as travaillé, je le disais, juste avant la respiration musicale pendant une grosse dizaine d'années à la tête de la filiale française d'une entreprise importante autrichienne qui œuvrait dans la fabrication et la distribution de machines pour les professionnels du commerce de montagne et au mois de novembre 2023, tu es désigné directeur général de Casboreur France. Alors bien évidemment, je vais te laisser présenter les activités de Casboreur France et de Casboreur de manière générale, qui est une société plus que centenaire, un peu moins centenaire, d'accord. Ouais. 1969. D'accord, ok, autant pour moi, d'accord. Donc alors c'est une information qui est inexacte, autant pour moi, mais en tout cas une société qui est allemande et qui s'est implantée en France. Alors probablement il y a bien plus de 25 ans, mais qui en tout cas y a installé sa filiale française à Tours-en-Savoie, très précisément, comme on le disait tout à l'heure. On voit parfaitement l'enseigne Casboreur qui apparaît au bord de la VRU et je te propose de nous indiquer en quelques mots et en un petit peu plus, parce que on a largement le temps devant nous, ce qui t'occupe et t'occupe grandement chez Casboreur en lien avec tous les acteurs du monde de la montagne et avec
allez, on va dire quasiment la quasi-intégralité des sociétés de remontée mécanique. Une bonne partie, oui, c'est ça. Alors donc du coup, Kässbohrer, c'est un groupe qui s'est créé en 1969. Évidemment, ça a été la démultiplication, parce qu'avant, il faisait aussi des remorques. Enfin, il y a toujours des remorques Kässbohrer, mais en tout cas, c'est plus l'activité du groupe à l'heure actuelle. Donc ça s'est créé en 1969. Donc c'est une société allemande, un groupe international qui a 5 filiales, qui est présent dans 68 pays, qui fait un petit 400 millions d'euros. Voilà, qui du coup est basé à Laupheim, près de Ulm, entre Stuttgart et Munich. Donc plutôt dans le sud de l'Allemagne. Exactement, ouais. Et du coup, qui a évidemment une activité principale qui sont les engins de damage. Ça, c'est l'activité phare. Et puis qui essaye de se diversifier aussi avec des engins de TP, parce que c'est des engins HNI aussi, évidemment, qui vont sur des endroits où ne peuvent pas aller les camions de construction. Et donc faible activité, mais en tout cas elle est là, elle démarre, elle nous permet de nous positionner sur l'activité du bâtiment. Essentiellement aux États-Unis, il y a une grosse activité, puisqu'après on peut y associer aussi des lances eau, on peut y associer des grues dessus. D'accord. Donc multifonction. Et puis, alors cette activité-là, elle n'est pas faite en France. Enfin, elle est faite, mais via un agent, puisqu'on n'avait pas la compétence client pour aller commercialiser ses produits. Donc, on fait de la sous-traitance au niveau de la France. Voilà, par le groupe Camuc qui gère cette activité-là en France. Bon là, c'est une activité de niche. Hein. On vend 2 à 3 machines par an. Et puis là, par contre, on gère ça au niveau de la France. On vend aussi des nettoyeuses de plage. Voilà, sur toute la partie sud de la France et puis aussi sur le littoral ouest. Donc c'est aussi une activité un peu de diversification. Mais bon, globalement, Kässbohrer, c'est 95% de son chiffre d'affaires qui est dédié aux engins de damage, à la maintenance, puisque derrière il y a des services associés. Et aussi, il faut pas l'oublier, parce que ça se développe de plus en plus, des solutions de digitalisation qui permettent donc de mesurer la hauteur de neige en temps réel, et surtout après, qui permet aussi de mieux gérer en fait les hauteurs de neige, du coup les énergies d'eau, puisque en fait on va mesurer les hauteurs de neige à certains endroits. Et que du coup, les stations vont optimiser la neige de culture. D'accord. Pour la mettre aux endroits insuffisants et éviter de la mettre où il y a déjà des hauteurs de neige importantes. Donc ça, c'est une activité qui est importante et du coup qui va dans le sens de l'histoire de justement de l'optimisation de l'énergie, des ressources, de l'énergie et de la transformation écologique, puisque c'est un vrai atout d'optimiser toutes les énergies, quoi. Donc voilà, au niveau du groupe. Après, en France, on est situé donc à Tours en Savoie, avec une petite 50aine de salariés. D'accord. Voilà, avec une antenne dans les Pyrénées, puisqu'on a besoin d'une proximité vis-à-vis de nos clients. Ça, c'est super important. Et en plus, on gère le pays d'Andorre. Donc voilà, on a une équipe de 4 personnes qui sont à Luchon, avec un stock, quelques bureaux et du coup une équipe qui est réactive et qui s'occupe de toute la partie Pyrénées et Andorre. Voilà, l'activité. On fait un chiffre d'affaires de entre 40 et 44 millions d'euros, puisque représente à peu près 10% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Ouais, c'est ça, ouais, un peu plus, ouais. Voilà, le pays le plus important sont les USA, enfin le Canada regroupés. Et puis après, la France est à peu près à égalité avec l'Autriche. Voilà. D'accord. Oui, donc tu diriges pour dire les choses tout à fait clairement, l'une des filiales les plus importantes du groupe, puisqu'effectivement, tu le rappelais, les activités alpines et
pyrénéennes, mais dans une moindre proportion, sont des activités extrêmement importantes pour le groupe. Est-ce que tu avais une expertise particulière? On a vu tout à l'heure dans des machines, mais dans des engins aussi spécialisés, spécifiques, et puis qui sont porteurs aujourd'hui, puisque tu nous l'indiquais, d'une technologie extrêmement avancée. Quel était ton degré de connaissance de ces engins lorsque tu as été sollicité par Kässbohrer? Alors la dameuse, j'en ai vu toute ma vie, puisque j'ai skié derrière. Je suis monté dedans quand j'étais gamin, parce que ça passionne tous les gens qui sont amoureux de la montagne. Ils ont envie de faire un petit tour de dameuse, donc je les ai suivis de loin. Après, la connaissance par elle-même, moi je suis pas du tout un technicien. D'accord. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, globalement, les dameuses, c'est des machines à haute technologie, comme l'étaient les machines chez Wintersteger. Donc en fait, moi je m'appuie sur une équipe technique. On est une équipe technique de plus de 30 personnes, quand on y associe toutes les fonctions support, les techniciens d'atelier itinérants, toute la partie QSE, la partie ISO, plus effectivement la partie SNOSAT, qui est notre système de digitalisation. Donc en fait, c'est gérer une activité de machine technique, et c'est de gérer en tout cas moi ma position c'est de gérer de la technologie et de gérer donc une équipe commerciale pour commercialiser. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'on commercialise des machines Wintersteger ou des machines, les principes de commercialisation sont les mêmes. Et puis derrière, il faut organiser un service de SAV et de maintenance. C'est effectivement ce que j'ai vécu chez Wintersteger. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu me chercher, parce que globalement, on transfère des compétences de commercialisation, de gestion et de service SAV, parce que c'est le cœur, c'est une partie du cœur du métier. Et que de ne pas avoir connaissance de gérer une équipe de maintenance et de SAV avec la particularité de l'urgence. Je veux dire, la saison, c'est sur 4 mois, 5 mois, ou selon les stations. Et donc, il faut avoir conscience d'une organisation pour répondre à l'urgence du client qui est en panne et qui veut être dépanné soit dans la journée, soit le lendemain. Donc voilà, donc ça, c'est des compétences que j'avais déjà acquis par ailleurs, et du coup que j'ai redupliqué chez Kässbohrer. Donc j'ai envie de dire, pour moi, il y a la nouveauté de la dameuse, mais par contre le métier en lui-même il est quasiment le même. Après, les clients changeaient un peu, puisque là avant j'avais affaire à des magasins de sport, bien que j'ai aussi commercialisé des consignes à ski, donc là avec les stations. Donc j'avais aussi quelques clients des stations de ski, et puis moi j'ai toujours vécu en montagne, donc il y a des connaissances qui se font en parallèle. Mais ceci étant, il y a des interlocuteurs que je connaissais pas, donc la nouveauté, c'était plus ça, aller découvrir des nouveaux interlocuteurs. Mais bon, quand on a baigné dans la montagne, quand on est skieur, quand on parle le même langage, on a la même passion, et surtout on est orienté satisfaction client, eux pour leurs clients finaux, et nous pour nos clients. Donc quand on a parlé de passion, de ski, de problématiques de neige et de satisfaction client, on est sur la même longueur d'onde. Donc j'ai envie de dire, quand on parle tous le même langage, j'ai envie de dire l'intégration est facile. Ouais, je sais que tu as effectivement le souci de cette satisfaction client. Je dirais même que tu as le souci de l'excellence des prestations et des diligences que Kässbohrer prodigue, parce que c'est aussi bien évidemment un enjeu stratégique et financier qui est extrêmement important. Tu as des relations parfois amicales avec la plupart de tes interlocuteurs qui sont des clients. On va pas citer toutes les sociétés de remontée mécanique, mais on peut dire se défausser, ou plus exactement contredire la réalité, que les plus grandes stations de sport d'hiver sont des clients. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que les sociétés de remontée mécanique sont propriétaires de leurs
parc de dameuses ou est-ce que ces engins font l'objet de contrats de leasing, par exemple? Il y a les deux, mais globalement, à 90%, elles sont propriétaires de leurs machines. D'accord. Elles font il y a différentes sortes de financement, mais souvent du crédit bail. Nous aussi, on fait du portage pour les sociétés qui ont un peu plus de difficultés financières ou alors qu'un autre mode de gestion. Donc, on le fait un peu. Justement, ça fait partie des solutions qu'on propose. Puisque moi, j'aime pas dire qu'on vend des machines, mais j'ai envie de dire qu'on vend des solutions. Parce que quand on vend des solutions, on vend des produits, mais derrière, on vend du service, de la compétence, de l'expertise et des services. Donc, pour moi, c'est important. C'est un des premiers, d'ailleurs, ma première marque, quand je suis arrivé chez Kasbauer, j'ai dit, les amis, on va utiliser ce mot-là, d'ailleurs, qui est repris par le groupe depuis Interalpine. Voilà, le but, c'est de vendre des solutions. Ouais, c'est une qualité que tu as chevillée au corps, effectivement. Ça veut dire qu'évidemment, tu es en déplacement quasi constant pendant au minimum la saison hivernale, et que tes équipes sont à l'affût chaque jour, je dirais que chaque nuit même, pour intervenir dans des circonstances qui sont parfois un petit peu complexes, hein, notamment sur le plan climatique, parce que il faut intervenir dans des circonstances rapides et qui sont parfois délicates. C'est ça, les saisons sont courtes, hein, voilà, en fonction des stations, mais ça va de 4 à 6 mois, même voire moins, selon les hivers. Donc on peut pas se permettre, ou en plus, le lendemain, les skieurs sont là au rendez-vous. Donc on va pas se permettre d'avoir une dameuse qui est en plan sur une piste. Donc on doit intervenir très rapidement. Et du coup, on a des équipes réactives au niveau du SAV, de la technique. Donc c'est des hivers qui sont très intenses, mais ils ont l'habitude. La passion les anime. Après, évidemment, l'été, même si l'activité perdure parce qu'on fait beaucoup de maintenance, justement. Oui. Mais du coup, avec un degré d'urgence qui est beaucoup moindre, donc on prend un peu plus le temps, on réduit les temps de travail. Donc on arrive justement à fidéliser nos collaborateurs, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et par le produit, mais aussi parce que derrière on essaye de prendre soin d'eux et de varier ces activités d'hiver qui sont très intenses, en tout cas pour la partie technique. Les commerciaux, évidemment, ils sont sur le pont aussi, mais par contre eux, ils agissent maintenant, puisque là les appels d'offres tombent, les négos sont là, donc on a en fait en gros on n'est pas saisonnier sur la totalité de l'entreprise. On est saisonnier dans l'urgence. Par contre, globalement l'activité est intense toute l'année, soit par les urgences, soit par la maintenance. Et puis pour la partie commerciale, c'est les négociations commerciales. Évidemment, on travaille sur les salons l'année d'après. Donc on a une activité qui est globalement assez homogène toute l'année, quoi. D'accord. Voilà, et puis il faut aussi être confronté à la concurrence, donc il faut être meilleur que ses concurrents. Les marchés sont jamais acquis définitivement? Non, alors jamais. Alors on n'est que deux, mais le marché est étroit et évidemment on se respecte entre nous. Mais donc on va citer le concurrent, c'est Leitner. Alors c'est Prinote, puisque Leitner et la partie remontée mécanique. Mais effectivement, Prinote est notre confrère. Évidemment, on se respecte. Par contre, c'est un peu comme quand j'ai fait la compétition. À un moment donné, quand on est sur la piste, il y a une émulation. On se fait pas de cadeaux. Et puis après, on respecte notre concurrent parce que il a des atouts comme on peut en avoir. Et c'est une émulation qui permet aussi de faire des progrès d'un point de vue technique, technologique, et puis aussi peut-être d'un point de vue commercial, même si j'imagine que les compétences sont suffisamment éprouvées et que les commerciaux savent quoi faire. Ouais, effectivement. Alors encore hommage à mes collaborateurs, parce que je crois qu'une marque, elle est forte par ses produits, mais elle est surtout forte par sa richesse humaine, ses compétences, son expertise.
Et c'est vrai que ce que j'avais déjà chez Wintersteger, j'avais déjà engagé, passionné, et ce que je retrouve chez Kasbauer, franchement, ça fait plaisir de travailler avec des gens qui sont passionnés, qui sont engagés, qui sont compétents. Et que c'est vrai que c'est pas un sujet de tous les jours de motiver nos équipes, c'est plutôt de s'améliorer en continu, de voir comment on peut toujours progresser, parce que voilà, moi j'ai un peu été inculqué comme ça, remise en question tous les ans pour voir comment progresser. Mais du coup, on a des équipes qui sont dans cet état d'esprit-là. Et que ça fait plaisir de venir au travail les matins, parce que on va pas parler de dire ouais tiens, pourquoi t'es pas motivé. Enfin, c'est des sujets que j'aborde pas en fait. Et on parle de problématiques, d'amélioration, effectivement comment satisfaire le client. Donc c'est des bonnes problématiques, et voilà, ça fait plaisir de venir au travail tous les jours. On sent que tu es fier d'appartenir à une famille qui est Kasbauer. J'imagine que c'est une famille d'ailleurs qui continue d'être actionnaire, peut-être majoritairement, ou peut-être l'actionnariat s'est-il dilué au fil du temps. Non, justement, il n'y a pas de dilution. Kasbauer appartient à Monsieur Merclé uniquement. Voilà. Et ben voilà. Donc c'est boîte familiale. Avec effectivement un investissement à 100%, avec même la petite anecdote, il a même jeté un œil sur mon contrat de travail avant que je sois embauché, donc il va même jusqu'à mettre un œil sur le contrat de travail. D'accord. Donc effectivement, il y a des directeurs généraux là-haut qui gèrent l'opérationnalité, mais il est quand même présent, et du coup c'est un peu son bébé, il y tient. Et du coup, la culture d'entreprise se ressent. Oui, on est fiers parce que c'est une boîte technologique qui avance, qui innove, qui évolue. Et puis bon, de toute façon, moi, je sais pas travailler si j'ai pas la passion qui m'anime, quoi. Ça a toujours été comme ça, et c'est d'autant plus important d'être passionné soi, mais d'avoir des équipes qui sont passionnées, parce qu'autrement on est en décalage, quoi. Là, tu portes un produit et des solutions, pour reprendre l'expression que tu utilisais tout à l'heure, qui te passionne et dont tu es fier effectivement. Et puis, j'imagine que tu dois avoir des relations très fortes aussi avec tes actionnaires qui te font confiance. La confiance n'excluant pas le contrôle, j'imagine, surtout dans un groupe allemand où l'excellence continue d'être évidemment une priorité. C'est ça. En tout cas, moi j'ai un mandat, donc en fait, en gros, tu es révocable. Voilà, chaque année, enfin à tout moment, je suis révocable, et chaque année, je défends un budget, un chiffre d'affaires avec en bas un profit, et après le reste du temps, à moi de gérer mon temps, à moi de gérer mes équipes, à moi de les motiver, et du coup, ça me va bien parce que j'aime bien être autonome, mais j'aime bien être challengé. Et puis par contre, ceci étant, ça n'empêche pas effectivement des relations régulières. Ce qu'on a, on fait des points quasiment tous les 15 jours selon les réunions, plus pour voir un peu comment ça se passe ou quelles sont les difficultés qu'on peut avoir. Tu as l'occasion de te déplacer au siège ponctuellement? Ouais, je le fais une fois tous les trimestres. Je me déplace là-haut. Voilà. 4-5 fois. Après, on a des réunions un peu stratégiques, donc on va dire 5 fois. Je monte en Allemagne. Et puis bon, c'est toujours bien de se baigner dans la culture. Absolument, moi, je suis un homme de contact. Ça permet aussi de rencontrer mes homologues dans les filiales. Donc ça permet aussi d'échanger, parce que ils ont une expérience forte, parce que la majorité d'entre eux, ils ont quasiment plus de 20 ans d'ancienneté chez Kasbauer, tous les directeurs généraux. Donc du coup, j'ai encore besoin d'apprendre, et puis j'aurai toujours besoin d'apprendre. Donc puis bon, il y a des échanges aussi. Et puis la France a des particularités, donc il faut les faire. On est un peu le porte-parole des stations, des clients, et on doit porter la parole des demandes des clients. Très bien, Gilles. En quelques mots, parce que le temps passe très 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 vite, j'aurais souhaité qu'on parle un petit peu plus longtemps de tes fonctions électives, qui sont très récentes, puisqu'elles ont une semaine.
Je sais que tu es déjà bien occupé par ces fonctions électives, puisque tu as déjà été un contributeur de plusieurs réunions. C'est ça. Notamment hier soir, jusque assez tard. Ah ouais, t'es au courant. Ouais, je suis au courant. Ouais. Oui, parce qu'on devait un petit peu préparer l'émission. Et oui, c'est vrai. On a eu un petit peu de mal à se trouver, ou plus exactement à s'appeler. D'abord félicitations pour cette élection à la vice-présidence. Ce sont des fonctions qui te parlent beaucoup parce que on ne l'a pas évoqué au cours de cette émission. Je pense que le suivi de ta carrière ne nous aurait pas permis en une heure de l'aborder exhaustivement. Tu as travaillé dans le monde de la parité, du monde le monde paritaire des syndicats patronaux et salariés, et c'est vrai que c'est aussi cette expérience qui t'a permis d'être j'allais dire un interlocuteur fiable comme vice-président du MEDEF. Je pense que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est ta feuille de route, si j'ose dire. C'est ça. Alors, du coup, effectivement, on est adhérent au MEDEF depuis plusieurs années, donc on suit ça un petit peu de loin, même si on participait justement et on profitait des services. Et puis bon, voilà, il y a des phases dans une vie professionnelle où on se dit, à un moment donné, on se sert, et puis ça arrive un moment où on vous sollicite, parce que j'ai été sollicité, et du coup je me suis dit maintenant à moi de renvoyer l'appareil, et du coup ça s'est fait assez naturellement, d'autant plus que on a une perspective qui sont les Jeux Olympiques de 2030, et donc on a fait une gouvernance à trois avec Jean-Michel Amaré qui est président et Boris Galindo qui sera aussi un autre président, et en fait ça permettait une belle complémentarité de territoires, puisqu'effectivement on veut aussi aller vers les territoires de la Maurienne et de la Tarentaise, donc où je suis proche. Est-ce que pour le moment, le MEDEF n'avait pas exploré profondément. Donc voilà, on a envie d'aller. C'est pour ça qu'hier, j'étais en Maurienne. Il y a un mois, sans le mandat, on était à Moutier. Et voilà, donc c'est la complémentarité de territoire, la complémentarité de compétences. Jean-Michel a plutôt, on va dire, un profil industriel. Boris, il est dans la formation, il est dans le régalien. Et puis du coup, moi j'ai une compétence montagne, ski, et du coup il y a une complémentarité qui se fait naturellement. Et c'est une belle équipe qui s'est formée. 1 + 1 + 1, ça fait pas 3, ça fait 5. Donc du coup, on a vu que quand on s'est mis autour de la table pour faire une feuille de route, ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il y en a qui ont des compétences plus industrielles, transition écologique, d'autres plus compétences, et d'autres plus sur la montagne. En Savoie, c'est 50% du PIB. Bien sûr. Donc la montagne est un secteur à privilégier. Et puis les Jeux Olympiques de 2030, évidemment, ça vous surprendra pas que pour moi c'est une belle opportunité, c'est un bel enjeu. Titres. Exactement, et que avec tout ça, il y a c'est l'envie de porter la voix des adhérents, c'est l'envie d'amener plus de services. Et puis c'est de la proximité. On a vraiment envie de mettre de la proximité avec les adhérents. On sait qu'on est dans un contexte erratique. C'est pas toujours facile en ce moment, et que du coup, plus on est nombreux, plus on est fort, et on a aussi envie d'avoir une proximité avec les élus, ce qui est relativement important, puisque je pense que de toute façon, on est sur le même chemin, et qu'il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on prépare les territoires, il faut qu'on investisse, qu'on innove, il faut qu'on forme, il faut qu'on crée de l'emploi, crée des valeurs, d'inclusion, et que tout ça nous anime, et que on a envie d'y aller, quoi. On a envie d'y aller, c'est un beau challenge. Et puis encore une fois, avec un fil rouge qui sont les Jeux Olympiques, qui vont nous permettre d'y associer les Savoyards. On va vouloir y associer toute l'activité, tous les entrepreneurs de la Savoie, les faire participer à la fête économique, si je puis me permettre. Et puis, c'est une vraie source d'inclusion. C'est un événement international qui va nous permettre d'avoir une image internationale, une belle vitrine.
Et puis finalement, ça nous permet aussi d'innover en station sur les axes routiers, ferroviaires. Donc il faut préparer la mobilité. Et puis il va falloir qu'on laisse un héritage à nos futures générations et qu'il faut qu'on le prépare. Et c'est vraiment pour nous l'occasion, dans un souci évidemment de transition écologique. Évidemment, le but c'est de développer, mais avec un souci d'environnement derrière. Et voilà, tout ça nous anime, et cette compétence, tous les trois, va nous permettre d'aller dans cette direction en fait. Et je crois que c'est un propos conclusif qui vient couronner, si j'ose dire, cette heure qui est passée très très vite d'échange avec toi, Gilles. Et il était important de revenir sur ces nouvelles fonctions qui vont t'occuper, parce que tu n'avais pas assez d'occupation manifestement comme directeur général de Caisse Bauer France. Je sais pas très bien comment tu vas te débrouiller pour, jongler entre ces différentes activités, parce que compte tenu de ce que tu me dis de la feuille de route, et même si vous êtes 3 pour vous occuper, j'imagine que ça va vous prendre un petit peu de temps. En revanche, ce qui m'impressionne et très favorablement, c'est évidemment, d'être à la fois le promoteur du développement de l'activité économique d'un département. Alors, je parle de notre département savoyard, mais ici à Radio Grand Lac, on est beaucoup plus que la Savoie. On est aussi l'Isère, on est aussi la Haute-Savoie, et je dois dire que ce sont des départements qui participeront à cet événement d'une manière ou d'une autre. C'est une très belle perspective, mais n'oublions pas, effectivement, nous sommes en 2025 et les conséquences du réchauffement climatique, on les connaît chaque année avec un petit peu plus d'acuité. En 2030, ce processus se sera encore un petit peu accéléré. Il sera allé encore un petit peu plus avant, et je pense qu'il est opportun, même indispensable, de réfléchir aux conséquences de notre développement économique. Donc la transition écologique, le développement durable, le fait de penser à nos enfants, à nos compétiteurs, mais aussi à nos citoyens d'aujourd'hui et de demain, c'est, un point fondamental de nos préoccupations. Merci infiniment, Gilles. J'aurai beaucoup de plaisir à te recevoir d'ailleurs avec les membres de la direction du MEDEF, à laquelle j'associe sa déléguée générale, Marine Cocan, lorsque vous aurez quelques instants, ou en tout cas 1 heure à m'accorder. Avec plaisir. Probablement, et je l'espère, d'ici à la fin de l'année civile. En tout cas, je te remercie infiniment et vivement d'avoir participé à ce grand bain de l'écho, le dernier grand bain de l'écho de ce mois de juin. Il en restera 2 avant la trêve estivale d'août, le 3 et le 17 juillet. Le 3 juillet, on sera dans un domaine d'activité très très différent des sports d'hiver et des engins de damage. Mais je ne vous dis rien de plus, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle fin de semaine sur Radio Grand Lac. N'oubliez pas le grand bain de la vie locale sur le DAB, sur un territoire étendu. Merci à toutes et à tous.